Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu de divertissement, quoique ça reste quand même relativement d'actualité. Je vais vous présenter quelques films de référence sur des sociétés dystopiques. Alors des sociétés dystopiques, qu'est-ce que c'est? Les sociétés dystopiques, ce sont tout simplement des prolongations, des extensions, des réimaginations, des réinterprétations de régimes ou de systèmes ou de types de sociétés que nous connaissons, que nous avons connus, que ce soit par le passé ou dans le présent. Ce sont des extensions, ce sont des imaginations de types de sociétés qui pourraient éventuellement exister dans le futur et évidemment sur lesquels les romans d'anticipation, de science-fiction, même parfois des polars, des histoires de crimes, des histoires même de romances, se sont mis ou installés dans ces types de sociétés. Alors, les films que je vais vous présenter maintenant, alors je ne vais pas vous parler d'œuvres littéraires parce qu'il y en a une grande multitude, même si le cinéma s'est énormément, évidemment, inspiré d'un certain nombre d'entre eux. Je vais simplement vous présenter un certain nombre de films qui sont, à mon sens, les films les plus représentatifs, les plus significatifs de ce que l'on pourrait caractériser ou de ce que l'on pourrait imaginer en type de société dystopique. Alors, attention parce que je vais vous parler de certains films où les histoires se situent dans des sociétés dystopiques, mais sans que véritablement les films n'en développent le tenant, les aboutissants, les structures. Alors que d'autres films, la société dystopique est une part essentielle du scénario, une part essentielle de l'histoire. Alors, faisons la différence entre les films de science-fiction, les films de science-fiction fantastique, les films fantastiques. Il est évident que un certain nombre de films parfois peuvent éventuellement être assimilés à se situer dans des univers dystopiques, mais sans véritablement dans le film le développer. J'en parlerai, j'en ferai quelques références dans cette vidéo, mais ce n'est pas des films proprement parlé, qui puissent véritablement se développer dans l'histoire, dans des sociétés concrètes pour le spectateur. Alors pour commencer cette filmographie des films avec société dystopique, je ne vais pas faire comme on fait souvent, c'est-à-dire que je vais vous faire attendre toute la vidéo jusqu'au dernier moment pour vous donner vraiment l'essentiel, non. Je vais vous donner l'essentiel tout de suite. On va commencer par le plus symbolique, le plus significatif. Je veux parler évidemment de l'adaptation du roman de George Orwell 1984, sachant qu'il existe plusieurs versions, en l'occurrence 2 versions cinématographiques. Alors, celle que je vous dirais la plus notable, la plus accessible, on dirait, c'est évidemment cette version, celle de Michael Radford, qui date de 1984, justement. Le film a été fait justement pour fêter l'année symbolique dans laquelle le roman se situe, c'est-à-dire l'année 1984. Alors, c'est le film qui est peut-être le mieux réussi, on va dire, esthétiquement, et qui est véritablement où le système, je dirais, même si l'on suit l'aventure, on suit le personnage de Smith dans cet univers, l'univers, lui, par contre, est bien omniprésent dans sa substance, dans sa structure, dans son ambiance, et certains disent que c'est peut-être l'œuvre qui est une interprétation assez cohérente du roman, même si il s'éloigne parfois un petit peu du roman, le roman qui est peut-être beaucoup plus, je dirais, qu'on pourrait adapter au monde d'aujourd'hui, par exemple, dans sa structure. Mais la conception artistique du film de Michael Radford a pris le parti de faire vraiment une société dépouillée, une société en ruine, mais qui correspond plus ou moins bien à l'état d'esprit. Alors, plusieurs versions, je vous ai dit, parce qu'il y en a une autre qui avait été faite en 1954, réalisée par Michael Anderson, où là, évidemment, c'est une version avec peut-être un petit peu moins de moyens, mais qui reste peut-être un peu plus fidèle au roman. Et en ce qui concerne les adaptations, eh bien, il y en a eu d'autres. Il y a eu une adaptation en 1954 par la BBC, et bien avant, il y a eu, en 1953, il y a eu une autre adaptation, cette fois-ci américaine,
Et on a également un film qui est beaucoup plus récent, qui est un film de 2015, qui s'appelle Equals. Equals, qui est réalisé par Dreg Dominus, où l'on retrouve Nicolas Hoult et Kristen Stewart, où là, on n'est pas dans une adaptation de 1984, mais on ressent bien que le monde, l'univers dans lequel les personnages évoluent, eh bien, est un univers, est un environnement, est une société très inspirée de 1984. Autre film qui ressemble plus ou moins à l'univers de 1984, mais en plus léger, qui n'est pas une adaptation de 1984, qui est une adaptation, ou tout du moins qui est une œuvre libre, mais et très clairement avec beaucoup d'esprit critique sur une société dystopique, encore une fois, eh bien c'est l'un des chefs-d'œuvre, évidemment, de Terry Gilliam, celui de 1985, je veux parler évidemment de Brazil. Brazil, qui est un bijou, qui est aujourd'hui un film culte, qui est très rarement diffusé à la télévision, et pour cause, parce que malgré l'histoire du personnage, c'est aussi un film qui fait une critique de la société bureaucratique, de la société technocratique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'un certain nombre de scènes ont été tournées en France, au nord de Paris, dans cette fameuse cité moderne dont le nom m'échappe, mais je vous mettrai les photos ici, qui a été également utilisée dans un autre film dont je vais vous parler un peu plus loin. Parce que évidemment, c'est une architecture assez particulière, qui était un projet intéressant, qui était un projet innovateur, mais qui malheureusement a été plus ou moins un échec sur le plan social. Autre film, autre classique, et attention, et non des moindres, parce que même si c'est un film britannique, il a été quand même tourné par un Français, et non des moindres, puisque c'est le film de François Truffaut, qui l'a tourné en 66, qui est Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, qui est une adaptation d'un romancier encore plus connu, je dirais, puisqu'il s'agit de Ray Bradbury, où là encore, on est dans une société dystopique où le postulat en arrière-fond, je dirais, de l'histoire qui concerne les personnages de ce film, c'est évidemment la destruction de la culture, la destruction de l'accès à la culture, de l'accès à la culture subversive, selon évidemment les termes du film. Il faut savoir que ce film a eu un remake en 2018 réalisé par Ramin Bugrani, qui a été une exclusivité HBO. Malheureusement, le film n'a pas sa qualité ou sa qualité narrative. C'est un film qui visuellement est évidemment beaucoup plus abouti que son original, mais malheureusement qui a été aussi dépouillé d'un certain sens de fond, je dirais, de ce film. Autre film français qui nous raconte l'histoire de personnages dans une société dystopique, c'est une production EuropaCorp, oui, je veux bien, District 13. Vous en avez entendu parler, c'est ce fameux film qui part du postulat que toutes les bandes, toutes les délinquances de banlieue, et bien tous ces jeunes de banlieue, toutes ces délinquances de banlieue, et bien tout simplement on va les enfermer dans un quartier qui s'appelle le District 13. Mais finalement c'est un film d'anticipation, c'est un film d'action, mais qui finalement repose sur le postulat d'une société dystopique qui à un moment donné va prendre le libre arbitre tout simplement d'enfermer les rebuts, les indigents, les dissidents, d'enfermer les contestataires, d'enfermer ceux qui ne veulent pas vivre dans le moule défini dans cette société. Alors il y aura eu 2 films qui vont être réalisés, et même EuropaCorp va coproduire lui-même le remake américain qui s'appelle The Brick Mansion, je crois. Oui, c'est ça, Brick Mansion, qui est donc le remake US. Bon, le film n'a pas du tout marché aux États-Unis, et encore moins en France, parce que évidemment, c'est comme un peu souvent d'ailleurs les remakes américains, c'est-à-dire que les films sont souvent parfois dépouillés de certains fonds qui font la qualité du film, et d'ailleurs vous verrez, on va en reparler un petit peu plus loin sur d'autres films qui ont été sujets à des remakes, mais je dirais qu'à la limite, si vous voulez vraiment voir ces films-là, bon, c'est juste histoire pour se divertir, mais finalement sur le plan
d'intérêt, de compréhension de comment la société dystopique fonctionne, bon, il y a très très peu de choses, hein, c'est pas très très développé dans ce sens-là. Autre film, évidemment, où là, la société dystopique est un personnage intrinsèque à l'histoire. Je veux parler de cette adaptation du fameux roman de Suzanne Collins qu'elle a sorti entre 2008 et 2010, parce qu'il y a plusieurs chapitres, plusieurs bouquins. Eh bien, c'est l'adaptation qui a commencé en 2012 sur 4 films, réalisés par Gary Ross. Je veux parler évidemment de Hunger Games. Hunger Games, oui, et bien là, on a évidemment... Alors, en effet, attention, c'est des films qui sont adaptés de romans, des romans qui souvent ont été des romans écrits vraiment pour des adolescents, pour des jeunes, pour un public jeune. Donc, parfois, le contenu ou la consistance des personnages, en effet, ça manque un petit peu de charisme, ça manque un petit peu de cohérence. Mais néanmoins, la série est quand même intéressante parce qu'elle a un postulat d'une société qui va fracturer, qui va fractionner les populations et ranger les populations dans des districts suivant des classes sociales, suivant des spécialisations. Et finalement, force est de constater que si on retire en effet l'histoire du personnage, si on prend uniquement que la structure même de la société dans laquelle cette histoire se déroule, eh bien on s'interroge sur le fait que finalement cette histoire est énormément inspirée justement d'une société dystopique qui fait la différence entre l'élite et le peuple. Là, c'est vraiment très flagrant. Autre film sur une société dystopique, alors là attention, c'est un film qui est assez ancien, c'est un film français, où évidemment il ne faut pas y voir des sociétés modernes avec des véhicules qui volent, etc. Non, c'est un film qui a été tourné vraiment dans une réalité d'époque, c'est juste le narratif en fait qui expose les personnages dans cette situation, dans une société futuriste. Eh bien, je veux parler évidemment du film de Monsieur Jean-Luc Godard, qui est Alphaville, dans lequel on retrouve Eddie Constantine, que peut-être les jeunes générations n'ont jamais connu. Alors le film, visuellement évidemment, reste un film français de l'époque, etc. Mais il faut s'atteler véritablement à la forme, pas à la forme du film, mais au fond du film, pour bien comprendre que là aussi, le sujet, tout du moins l'élément de société dystopique est important dans l'histoire. Autre film, alors là c'est une trilogie, trilogie qui n'est pas du tout connue en France, un peu connue aux États-Unis, qui n'a pas été exploitée en salle, qui est issue des réseaux indépendants. Et pourtant, c'est un film qui est adapté du roman de Ayn Rand. Ayn Rand qui est évidemment Atlas Shrugged, alors que c'est un film qui est qui a un parti pris, parce que là, c'est une société dystopique, mais avec une histoire qui met par contre en évidence un point de vue capitaliste. C'est-à-dire que là, c'est une histoire de film où la société américaine s'effondre pour des raisons différentes, et finalement le pouvoir étatique, lui aussi, est complètement vérolé, complètement incompétent. Et ce sont en fait des infrastructures, des entités privées, des consortiums, qui vont décider finalement d'essayer de reprendre en main le pays, et de le reprendre d'une façon assez particulière par l'émergence d'une énergie, ou tout du moins d'une technologie qui pourrait révolutionner et véritablement relancer le pays. Mais là, évidemment, vous comprendrez que Atlas Shrugged est une trilogie qui n'est pas très appréciée dans son fond, dans son contenu, parce que ça met justement en évidence le point de vue plutôt d'un capitalisme qui s'évertue à réussir ce que l'étatisme, ce que la démocratie n'a pas réussi. Donc vous voyez, c'est un film qui peut être évidemment très tendancieux. Autre genre complètement radicalement différent, on peut dire que Idiocratie, le film de Mike Judge qui date de 2006, lui aussi, c'est un peu un film un petit peu avec une société dystopique, mais alors là, c'est une société dystopique complètement, je dirais, caricaturée, mais caricaturée quand même sur quelque chose qui
sur des éléments de réflexion de la société américaine, très clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vit aux États-Unis, quand on est un étranger qui vient aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, eh bien, quand on connaît ce film, quand on a déjà vu ce film, eh bien, je vous avouerai franchement qu'il y a des moments où... Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo, c'est les sociétés dystopiques, mais je vous invite quand même à voir ce film. Et en vous souvenant, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que malheureusement, dans ce film, il y a des éléments qui sont en fait, qu'on pourrait considérer comme étant une extrapolation caricaturale de l'existant d'aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus. Autre trilogie que malheureusement, nous n'aurons jamais la fin. Je veux parler évidemment de l'adaptation du roman de Véronique Roth, c'est Divergente. Alors Divergente, c'est une trilogie à l'heure actuelle, mais logiquement il y avait 4 films, mais malheureusement nous n'aurons pas la fin. Nous n'aurons pas la fin tout simplement parce que le dernier film n'a pas eu de succès, le dernier film a été un échec commercial et malheureusement la société de production a décidé tout simplement de ne pas continuer l'aventure. Il y a un projet qui plane comme quoi on pourrait éventuellement voir une adaptation en série télé. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat tout simplement, pourquoi pas? Parce que Divergente, là aussi, il y a une énorme inspiration de société dystopique de classe, hein, c'est-à-dire que là, on fracture encore une fois de plus sur la société, on est dans le concept de la partition de la société, la partition par évidemment intérêt. Alors vous avez les érudits, vous avez les ouvriers, vous avez la sécurité, vous avez voilà, la société est complètement répartie dans ce genre de système. Sauf que cette petite société, c'est une micro-société qui s'héberge dans les restes de Chicago suite après une catastrophe apocalyptique, etc. Alors je ne vais pas vous raconter le reste de l'histoire parce que l'histoire, à un moment donné, va nous mener vers encore d'autres manipulations, d'autres installations de société, de formes de société, etc., expérimentales et compagnie. Donc, si vous n'avez jamais vu le film, je vous invite à vous la procurer et à la voir. Vous verrez, c'est un bon film de divertissement, une bonne série de divertissements, etc. Même si, encore une fois, on reste évidemment dans des histoires qui à l'origine sont des livres destinés à des adolescents, destinés à des jeunes. Donc évidemment, au niveau du fond, ça peut être intéressant, mais au niveau de la forme, ça reste parfois assez naïf, assez enfantin, avec parfois un petit peu de manque de charisme, même si je dirais que le film, comparativement à Hunger Games, on compare souvent ces deux séries parce qu'elles se sont chevauchées dans les années 2010. On retrouve quand même quelques éléments qui peuvent éventuellement amener à la réflexion sur finalement le conditionnement, la propagande, etc. Même si ça reste, encore une fois de plus, assez survolé. Autre film, et non des moindres, quoique, ce film n'a quasiment jamais été distribué en France et il est arrivé très souvent directement en vidéo, mais pourtant il y aura eu une revanche pour cette histoire. Et vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce que je veux parler de Handmaid's Tale. Et oui, Handmaid's Tale, cette fameuse série qui est apparue en 2017 et qui a eu son énorme succès, eh bien avant l'adaptation du fameux roman de Margaret Atwood, avait déjà eu une adaptation au cinéma en 1990. Bon, comme je vous l'ai dit, malheureusement, ce film est complètement passé aux oubliettes. Là, oui, on est dans une société dystopique. C'est justement le support, le thème même de la série et du film et de l'histoire d'une manière générale. On dirait que c'est une sorte de critique véritablement de cette Amérique conservatrice, ultra-conservatrice, qui est vraiment exposée dans cette histoire et dans ce film. Si vous n'avez jamais vu, eh bien, je vous invite à vous jeter tout de suite sur Handmaid's Tale. En plus, Katrina Ross, qui est l'actrice principale, est excellente dans cette série. Autre film, société dystopique, où là on parle plus de l'aspect de sélection, où là on se rapproche peut-être un peu plus du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Je veux parler du film de 1997 d'Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca. Là encore,
classique parmi les classiques, une histoire de partition finalement de la société entre des êtres parfaits et des êtres imparfaits par leur code génétique, par leur patrimoine génétique ou par leur état de santé, où là encore on est vraiment un petit peu plus proche du concept d'Aldous Huxley que de Orwell. Vous avez également un autre film qui là est plutôt une sorte de film de science-fiction, mais encore là aussi, le système, la société dans laquelle repose l'histoire de ce film est une société dystopique. Je veux parler de Giger, de Philip Noyce, qui date de 2014. Là, pareil, c'est un film qui est un peu moins connu, mais qui expose aussi le problème des sociétés hiérarchisées et des sociétés complètement contrôlées finalement par une élite, où l'élite s'occupe de tout fournir en loisirs, en divertissement, en plaisir, à condition que l'individu ne se pose pas de questions à partir du moment où l'individu ne remet pas en question, évidemment, le système. Autre film qui est dans une société dystopique, mais là encore, on est dans un classique qui est peut-être pour certains être plutôt mal vieilli sur le plan artistique, sur le plan visuel, mais sur le fond, il reste d'actualité. Je veux parler du grand classique de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, qui date de 1971. Si vous n'avez jamais vu ce film, eh bien je vous invite instamment à aller le voir ou à le regarder, parce que vous verrez que finalement, ce que Kubrick avait plus ou moins vu de par cette histoire dans ce film, eh bien force est de constater qu'aujourd'hui, cette science-fiction est devenue presque de la réalité. Je dis presque parce que dans la deuxième partie du film, évidemment, on n'en est pas encore arrivé là, mais la première partie du film, à un moment donné, forcément, on se dit, oui, malheureusement, c'est ce genre d'individu auquel aujourd'hui on est presque confronté. Aldous Huxley, je viens d'en parler, sur Gattaca, eh bien, lui aussi, comme Orwell, a trouvé un certain nombre d'adaptations. Quoique, très peu, voire quasiment peu, en matière de cinéma. Par contre, parce que, évidemment, le scénario est assez complexe et très difficile à mettre en œuvre ou à adapter au cinéma pour un film d'1h30 ou d'1h40, donc c'est souvent, très souvent, des séries ou des téléfilms de longue durée ou des mini-séries, en effet, qui ont été réalisés sur Brave New World. Brave New World, c'est le meilleur des mondes. La première adaptation date de 1980, qui a été faite par la BBC. La version américaine faite par la NBC date de 1998. Et nous avons eu récemment une autre version, une autre adaptation qui date de 2020, qui a été faite par NBC pour Peacock. Malheureusement, on n'aura pas de deuxième saison, puisque la série a été annulée, là encore, parce qu'évidemment, le scénario est relativement complexe. Le scénario expose énormément de phénomènes, d'éléments de complexité dans la hiérarchisation de la société, dans le fonctionnement de la société, ce qui évidemment éloigne un petit peu ceux qui sont un petit peu atrophiés du bulbe, ou ceux qui se contentent juste de boire des images ou boire des films d'action avec des explosions, des tirs de partout sans réfléchir au contenu, sans réfléchir au fond du film. Donc, Brave New World, je crois que vous pouvez peut-être le trouver, ou trouver une version, la version de NBC sur YouTube en version complète, en version originale, malheureusement. Les versions françaises sont très compliquées, très difficiles à trouver. Je crois qu'il doit exister peut-être une édition Blu-ray, une édition surtout, je pense certainement DVD. En revanche, pour l'instant, la version de NBC Peacock n'est pas encore disponible, je crois, ou peut-être dans une version, mais à des prix qui sont pas du tout compétitifs. Autre film qui se déroule aussi dans une société futuriste, mais qui dit société futuriste, évidemment société dystopique, une catastrophe évidemment, apocalypse, ça fera le monde, des survivants, ont conçu une société, mais cette société évidemment est régie par un certain nombre de codes bien spécifiques et dont certains commencent à s'éveiller et contester. Je veux parler de cette adaptation d'une bande dessinée ou d'un anime, je crois, qui est Aeon Flux, qui est réalisé par Karine Kusama, qui date de 2005. Le film est un film plutôt des réseaux indépendants. Le film reste notoirement intéressant. On y a, en effet, un certain nombre de contestations, un certain nombre de découvertes sur les secrets qui ont constitué cette société. Donc le film
c'est pas un grand film, mais qui reste relativement intéressant. Contrairement à un autre film, où là, par contre, là on est vraiment dans un film culte, qui est d'ailleurs un de mes films préférés. D'ailleurs, le réalisateur, pour moi, est un des meilleurs réalisateurs du moment. Je vais parler du film de Alfonso Cuarón, qui date de 2006, Children of Men. Children of Men, c'est dans un futur, comme par hasard, un virus, une épidémie a rendu stériles tous les hommes. Ce qui fait que la société, la civilisation est en train complètement de s'effondrer. Et notre personnage, qui est un journaliste, va évidemment à un moment donné se rendre compte que finalement il n'y a quasiment pas d'espoir, parce que la société est en train de complètement exploser, on est en train d'arrêter des gens, on est en train de faire de la déportation de réfugiés, parce que l'Angleterre est, de par sa situation insulaire, encore le dernier endroit où la civilisation reste plus ou moins encore stable, mais ailleurs c'est la catastrophe. Et notre personnage va finalement, malgré lui, être impliqué dans une histoire. Je ne vous dis rien, je ne vous révèle rien, vous verrez, c'est un film qui est vraiment magnifique si vous ne l'avez jamais vu. Autre film qui, lui aussi, nous expose dans une société confrontée à un phénomène mondial ou un phénomène local qui a finalement amené une sorte de dictature, si on peut parler ça comme ça, mais c'est une dictature, on va dire une dictature soft, comme il en existe, où finalement les gens vivent normalement comme aujourd'hui, les gens ont des activités, ont des loisirs, etc. Mais la société est régie par un régime autoritaire, un régime fort. Je veux parler évidemment de ce film de Wachowski, de Lana Wachowski, qui date de 2005, V pour Vendetta. V pour Vendetta, vous en avez peut-être vu, peut-être le fameux masque de Five Jensen, vous l'avez également vu, et bien voilà, vous l'avez la référence. Ce fameux masque est issu de ce film. Je ne vais pas revenir sur l'anecdote auquel le film fait référence sur le 5 novembre 1784, je crois, ou 1786, je ne sais plus, enfin je vous mettrai la date ici, où vous aviez eu ce fameux attentat échoué de faire exploser le Parlement britannique, dont l'un des personnages emblématiques est Five Jensen. Dans V pour Vendetta, alors bon, pareil, c'est un film qui a une certaine valeur, une certaine connotation politique, qui n'a pas très bien marché auprès du grand public, et pour cause. Donc c'est un film qui est assez intéressant. Autre film d'anticipation, où là encore, le personnage est issu des comics, mais le personnage évolue dans un environnement qui est aussi un personnage dans l'histoire. Je veux parler de Judge Dredd. Judge Dredd, vous vous souvenez sans doute de la version avec Sylvester Stallone réalisée par Danny Common, qui date de 1995, où là en effet on a véritablement une histoire qui s'incrémente sur une société dystopique. Mais je trouve que le film qui correspond le mieux véritablement à l'esprit de la série, alors que le film de Stallone reste... Voilà, c'est une adaptation, mais sur lequel on a un petit peu balayé finalement les enjeux politiques, sociétaux, etc., que l'on retrouve en revanche dans la version de 2012 de Pete Travis, qui à mon sens est beaucoup mieux intéressante que la version de 1995, où là évidemment, je rappelle, le personnage de Judge Dredd est un personnage issu d'une société dystopique où on a, pour lutter contre la criminalité, instauré un nouveau système, un système qui autorise désormais un seul individu d'être à la fois enquêteur, policier, juge et bourreau. Voilà, pour le nom de Judge Dredd. Autre film qui se base sur une société dystopique, qui est cette fois-ci un film de Neil Bockman, ce fameux Sud-Africain qui nous avait offert le fameux District 19, je crois, District 13, je ne sais plus. Je crois que c'est District 19, mais peut-être que j'en ferai référence. Le film date de 2013 et c'est Elysium. Alors Elysium, c'est, encore une fois de plus, c'est un film qui, à la limite, rejoint un petit peu d'autres films dans le contexte, c'est-à-dire que finalement, l'élite habite sur une station spatiale, une station en orbite qui s'appelle Elysium, donc qui est une grande cité
en orbite autour de la Terre, et sur la Terre, eh bien, restent évidemment les rebuts, les ouvriers, les moins que rien, la misère, les pauvres, les miséreux. Donc voilà un petit peu le postulat. On suit évidemment l'évolution d'un personnage qui, encore une fois, malgré lui, va être entraîné dans le processus d'une résistance ou d'un attentat contre justement cette élite dirigeante qui se réfugie sur cette station. Autre film où là on est encore une fois de plus dans une société dystopique, une société de contrôle, une société de manipulation, une société d'asservissement. Et si je vous dis que c'est le premier long métrage d'un certain monsieur qui s'appelle George Lucas, et oui, le père de Star Wars, premier film qu'il a fait en 1971, qui est déjà une adaptation de son court-métrage, THX 1138. Eh bien, THX 1138, oui. Premier film qui a une valeur, qui a une forme politique pour un réalisateur qui finalement par la suite nous a offert ses références en matière de space opéra. Eh bien il a commencé en effet avec ce film, THX 1138. Alors THX 1138, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas trouver la version originale de 1971. La seule version que vous pouvez trouver aujourd'hui, c'est la version remasterisée qu'il a fait en 1997 ou 98, je ne sais plus exactement. Mais en gros l'histoire du film par contre ne change pas. Hein, c'est juste quelques éléments visuels qui ont été améliorés, qui ont été agrémentés de CGI pour donner un peu plus d'envergure à ce film. Mais le sens du film, le fond du film, lui, ne change pas. Où on suit évidemment la trajectoire d'un personnage qui, au même titre que tous les autres, tous ses homologues, contrairement aux autres, lui commence à se poser des questions. Et des questions qu'il ne faut pas se poser. Alors un autre film qui repose aussi sur la société dystopique, mais je vais un petit peu passer dessus parce que malgré ces deux versions qui diffèrent un petit peu du roman, c'est Total Recall. Total Recall, le film de Paul Verhoeven qui date de 1990. Souvenez-vous, hein, Mars, l'hégémonie des multinationales, de la multinationale. Mais j'ai envie de dire que ce film-là, j'aurais plutôt tendance à le classer au même niveau que Alien, par exemple, parce que en réalité, ces sociétés dystopiques, elles ne sont pas partie intégrante de l'histoire ou du film, même si elles servent de socle pour légitimer à un moment donné des éléments narratifs du film sur lesquels repose évidemment le problème des multinationales qui ont pris tellement d'importance qu'elles ont aujourd'hui un rôle fondamental dans la société, dans le système dans lequel ces histoires évoluent. La version de Total Recall de 2012, elle est beaucoup plus accentuée sur justement ce contrôle, mais malheureusement l'aspect du contrôle par la corporation disparaît au profit du contrôle d'un individu qui est un petit peu je dirais l'homme de pouvoir finalement. Là, on va revenir sur deux films français. Alors, je vais vous donner une liste de petits films assez rapidement parce que, pareil, qui sont des films dont l'histoire repose dans une période où, en effet, on suppose qu'il y a une société dystopique, mais la société dystopique ou les éléments de société dystopique ne sont pas très concrètes dans les films. Je veux parler de Eden Log, qui est un film français, qui, pareil, il y a une sorte de société qui existe, mais qui n'apparaît pas réellement dans le film, tout comme l'autre film qui, à peu près, date de la même période, qui est Chrysalis, où là aussi, on est dans un Paris futuriste, avec une société où les multinationales ont véritablement aujourd'hui le prisme, ont une emprise, voilà, je vais y arriver, sur les autorités, ce que l'on retrouve également dans Babylone AD, le film de Kassovitz, le fameux film hollywoodien de Kassovitz qui fait beaucoup couler d'encre tellement le film est mauvais. On pourrait aussi parler de Blade Runner qui est un film futuriste de Ridley Scott, où là encore, il y a une société dystopique, mais la société dystopique, on n'en a pas les tenants, on n'en a pas les aboutissants, on n'en a pas la structure, on l'imagine, on la devine, mais elle n'est pas omniprésente dans le système. Tout comme Mad Max. Oui, Mad Max, vous allez dire, oui, mais non, mais Mad Max, c'est un film post-apocalyptique. Eh bien non, le premier film n'est pas un film post-apocalyptique, puisque le premier film repose sur un postulat d'une crise majeure de
l'énergie dans l'Australie. Et la preuve, c'est que à l'origine, Mad Max est un policier dans ce premier film. Donc, en effet, le premier film est en fait le prologue de la chute de la civilisation, de l'apocalypse, mais il reste encore dans une société plus ou moins dystopique. Tout comme Fortress, le fameux film avec Christophe Lambert, là encore, on imagine bien que ce film, que cette histoire se déroule dans une société dystopique, tout comme le Highland de Bruckheimer, ce fameux Highland avec ses histoires de... Si vous n'avez pas vu le film, donc je ne vous dis pas, Minority Report également. Ce projet d'anticiper les crimes eh bien, figure dans une société dystopique, mais là encore, la société dystopique, on n'en a pas véritablement les composantes, parce qu'à la limite, on pourrait se dire que cette histoire pourrait très bien se passer de nos jours, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. En revanche, Robocop, encore une fois de plus, même si on imagine que c'est peut-être une société futuriste, c'est un film qui pourrait très bien se passer aujourd'hui, au vu aujourd'hui de la prise d'ampleur qu'ont un certain nombre de multinationales. Et c'est ce que Robocop dénonce déjà dans son narratif. Je pourrais aussi vous parler du film d'Yves Boisset, Le Prix du danger. Beaucoup de gens oublient ce film, qui est un film français, et qui pourtant, qui date quand même de 1983, quand on voit ce film-là, on se dit, mais c'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité avant l'heure. Là encore, on est dans une société dystopique, puisque quelle société dystopique pourrait accepter le jeu de la mort? Le jeu de la mort qu'on retrouve également dans Running Man de 1987. Alors pour la petite histoire, on a beaucoup laissé planer cette rumeur que Running Man, le film qui était réalisé par Paul Michael Glaser, pour ceux qui savent, c'est Starsky, aurait été un plagiat, aurait été une copie en fait du Prix du danger. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est tout simplement que c'est une question d'auteur. Si le Prix du danger est inspiré d'un livre qui n'a rien à voir avec l'inspiration de Running Man, eh bien beaucoup de gens pensent qu'en réalité, il s'agirait d'un plagiat fait par l'un des maîtres de l'anticipation des mystères, des spirituelles histoires, qui est Stephen King. Et oui, parce que Running Man est adapté d'une nouvelle de Stephen King, alors que le film d'Yves Boisset est relatif à un autre film, à un autre livre, pardon. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même petites ressemblances qui ne trahissent pas sur le fait que peut-être l'un a peut-être copié l'autre. Je pourrais vous parler de Repo Man également, un film de 2010, où là encore on devine que c'est une société dystopique, puisqu'elle légalise le marché, le business des implants, avec des règles pas très humanistes. Donc on imagine que si ces règles existent, c'est parce que la société, ce futur, les autorise, et finalement les autorise parce qu'elle est supplantée par le marché, elle est supplantée par les multinationales. Je pourrais également vous parler d'Alita, je pourrais vous parler d'Alarmé des 12 singes aussi, même si la société dystopique, elle existe dans le futur, on n'en a pas forcément tous les codes, etc. On imagine qu'elle existe, mais la société dystopique inspirée dans le film n'est pas un acteur, n'est pas un élément essentiel du narratif. En revanche, 1981 sortait sur les écrans Escape from New York, plus connu en France par New York 1997, le fameux film de John Carpenter. Là, on est en plein dedans. Même si on devine, encore une fois de plus, que la société dystopique est la cause de l'histoire qui va vous être racontée, puisque pour mettre en perspective le scénario, il s'agit d'un personnage qui s'appelle Snake Plissken, qui est un renégat, qui est un ancien héros militaire, mais qui va être capturé et envoyé dans une prison un peu particulière pour aller récupérer le président dont l'avion s'est craché dans cet endroit. Cet endroit, c'est New York. Tout simplement, dans cette société dystopique, New York a été clôturé par une enceinte et est devenu une prison. C'est-à-dire qu'on envoie là-dedans tous les rebuts de la société. Donc voilà un petit peu le postulat. Donc en effet, là, il y a bien un signe de la société dystopique.
Autre série, alors là par contre c'est une série de films, on appelle ça une franchise, qui là encore aussi fonctionne sur une société dystopique, c'est une œuvre relativement récente, c'est Purge. Purge, vous en avez certainement entendu parler, c'est ce film qui part du postulat que pour essayer de réduire la criminalité, pour essayer de réduire la violence, eh bien pendant 12 heures, c'est open bar. C'est-à-dire que les gens ont le droit de se massacrer, de s'entretuer pendant 12 heures. Voilà le postulat. Donc en effet, là on est bien dans une société dystopique. Alors c'est une société en revanche qui pourrait parfaitement ressembler à nos sociétés actuelles, à ceci près qu'elles abandonnent finalement certains aspects humains, certains aspects humanistes, certains droits de l'homme pour résoudre le problème, un problème de société de façon radicale. Alors il y a eu 4 ou 5 films, je crois, même une série télé qui a été produite. Autre film également dans une société dystopique, ou qui va amener le principe qui rejoint un petit peu l'idée antique du divertissement. Ce film est inspiré du roman de Michael Crichton qui a réalisé lui-même ce premier film, qui est Westworld, qui date de 1973 avec Yul Brynner, et là encore, c'est une société dystopique où vous avez un univers qui a été imaginé, construit, où les gens payent tout simplement pour se camper des personnages, pour camper des situations passées. Alors vous avez la Rome antique, vous avez le western, vous avez, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre, je crois qu'il y a le Moyen-Âge ou un truc comme ça. Sauf qu'évidemment, dans ce parc de divertissement, vous avez des robots, vous avez des androïdes. Sauf que là, le problème, c'est que ça va partir un petit peu en couille, comme dirait l'autre. Alors, si le film, évidemment, par contre, a très mal vieilli, en revanche, son remake en série, produite par HBO, qui a commencé en 2016, là, par contre, jetez-vous dessus. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, parce qu'il y a un twist, hein, je vous le dis tout de suite, à la fin de la dernière saison. Je ne vous le révèle pas, je ne vous le dis pas, parce que je vous laisse la surprise. Si vous n'avez pas vu, je vous invite instamment à vous jeter dessus. En revanche, l'inconvénient de cette série, c'est qu'il faut vraiment entrer dans les épisodes, il faut vraiment entrer dans l'univers. Si vous n'arrivez pas à entrer dans l'univers, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez vous emmerder. Et on peut parler aussi de la suite de Westworld, du film de 73, qui a été fait en 76, qui s'appelle Future World, où c'est une suite, où on retrouve des personnages qui retournent justement dans ce parc pour voir quelles ont été les modifications qui éviteraient ce qui s'est passé dans le premier film. Autre film, où là aussi, la société dystopique n'est pas franchement très omniprésente, elle est juste une sorte de décor de fond, c'est iRobot, avec Will Smith, qui date de 2004, où là encore, il y a toujours un petit peu cet aspect de multinational qui finit par prendre le dessus, mais là, il y a un autre problème. Le film expose un peu plus le problème de l'intelligence artificielle que la société en elle-même. C'est un film d'Alex Proyas, qui lui-même déjà avait en 98 fait un film, alors là, c'est un petit peu à part, mais qui est un film très intéressant aussi, qui est Dark City. Alors, c'est un film où vous avez une société qui existe, mais pareil, la société, on n'en connaît pas trop les codes, etc. Mais à la limite, c'est pas grave, parce que là, on est dans quelque chose de complètement fantasmagorique. Là encore, si vous n'avez pas vu ce film, je ne vous dis rien, parce que j'ai pas envie de vous spolier l'histoire de ce film. Vous avez en 2011 un autre film, Andrew Niccol, encore lui, qui s'appelle In Time, où là encore, on est dans une société dystopique où, pour essayer de réguler la société, vous avez des crédits de temps. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de crédits de temps, vous mourrez, tout simplement. Vous avez également Johnny Mnemonic. Alors Johnny Mnemonic, aujourd'hui un petit peu décrié, un petit peu raillé, on va dire, mais ça n'en reste pas moins un film avec une société dystopique qui traite des problèmes justement de hacking, de piratage, qui est un film de Robert Longo qui date de 1995 avec Keanu Reeves avant de devenir notre personnage qui deviendra beaucoup plus célèbre avec Matrix. Matrix, là encore, si vous ne connaissez pas Matrix, je vous demande de vous jeter dessus, parce que ce film, même si la société dystopique n'est
n'est pas le sujet, c'est plutôt l'intelligence artificielle et les artifices, etc. qui est traité. Néanmoins, je ferai une petite aparté quand même dans cette vidéo pour vous demander de voir absolument cette série, parce que peut-être que là vous y comprendrez peut-être certaines choses très intéressantes sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pauvre petit monde. Vous avez un autre film qui est de Robert Edward de 2006, qui est The Land of the Blind, où là encore c'est une histoire relativement basée, structurée autour d'une société dystopique. Autre film, là en revanche, on est vraiment dans la société dystopique. C'est le film de Michael Anderson, encore lui, mais qui est peut-être un de ses plus gros succès, un film culte qui date de 1976. C'est Logan's Run, plus connu en France par c'est l'âge de cristal. Cherchez. Oui, sans doute, c'est un classique, vous l'avez sans doute vu, et pourtant là on est bien dans la société dystopique, hein, après une apocalypse, des gens ont réussi à survivre et à créer une ville sous un dôme, sauf qu'évidemment, une ville sous un dôme, ça a forcément des limites, et il faut limiter, il faut réguler la population de cette ville. Voilà. C'est la base, le postulat de l'histoire. Après le reste, je ne vous dis rien si vous n'avez jamais vu le film. Autre film qui est plus récent, où encore une fois, là encore, la société dystopique n'est pas un acteur essentiel, mais il existe quand même, et ça rejoint un petit peu le film précédent, le Logan's Run, c'est Maze Runner. Maze Runner, qui est une adaptation de James Dasher, réalisé par Wes Belt. La série a commencé en 2014, alors je crois qu'il y a 3 films. C'est une trilogie. Là encore, la société dystopique est un élément du film, mais il n'est pas un élément important. Il n'est que un élément de surface. Mais là encore, on est en effet sur du roman pour ados, c'est du film d'anticipation, même si le film présente quand même certains éléments non négligeable, politique, sociologique dans l'histoire, mais ce n'est pas l'essentiel. Ça reste quand même une œuvre relativement consacrée et concernée pour des adolescents. En revanche, film de Richard Fletcher de 1973, et là, aujourd'hui, ce film avait un petit peu disparu de l'inconscient collectif, mais aujourd'hui il réapparaît, il remonte à la surface, et ô combien puisqu'il s'agit de Soleil Green, Soleil Vert. Là encore, je ne vais pas vous en dire plus si vous n'avez jamais vu le film, mais force est de constater que dans certaines idéologies que l'on peut voir ou entendre aujourd'hui, on commence à se dire que finalement ce film, peut-être, je dis bien peut-être qu'un jour, ça ne sera plus de la science-fiction. Mais voilà. Autre film, je regarde ma petite liste. Day Alive. Alors Day Alive, c'est pareil, c'est pas un film dystopique, mais c'est un film qui dénonce un peu plus la manipulation, le conditionnement, la propagande. Donc on peut imaginer qu'en effet, ça peut être une société dystopique. C'est un film de John Carpenter qui date de 1988. Et pareil, qui est aujourd'hui une référence sur les complots de manipulation, les complots de contrôle des peuples. Alors je me souviens plus du titre en français, enfin si je le retrouve, je vous le mettrai ici. Autre film également, où là on est en effet dans la société dystopique, mais là on est dans un film qui est relativement complexe, parce que c'est un film qui a plusieurs lectures, sauf que c'est un film qui à l'époque a été lu sur une seule lecture, il n'a pas été compris un peu sur d'autres lectures. C'est le film, encore une fois, de Paul Verhoeven, 1997, c'est Starship Troopers. Starship Troopers, on est dans le futur, on est dans une société à l'image de la télé-réalité, avec des gens tout brous, tout gentils, tout cons, hein, aussi, mais derrière justement cette façade, derrière cette image, derrière ce film, cette histoire, Paul Verhoeven, on le connaît, c'est un réalisateur qui sait incrémenter aussi, qui sait émettre des critiques, qui sait émettre des points, qui sait émettre des questions actuelles sur nos sociétés, sur nos vies sociales, sur nos systèmes politiques, surtout sur nos systèmes de communication et nos systèmes de propagande. Autre film qui peut éventuellement entrer dans le système des sociétés dystopiques, mais là on est vraiment dans des films que j'appellerais des films de série B. C'est Ultraviolet de Kurt Humer, qui date de 2006.
Bon, si vous voulez souffrir 2 minutes sur le plan visuel, je vous invite à voir ce film parce qu'aujourd'hui c'est un film qui est très mal vieilli, qui est vraiment, oui, qui est, comment on dirait, pourrave. C'est juste parce que voilà, c'est une société, c'est un film qui se repose sur une société dystopique. Sinon, vous avez aussi la Corée qui a su aussi faire des films, le film de Beon Chun-min de 2003, qui est Natural City. Là encore, on est dans le futur, une société dystopique, où des personnages vont se retrouver à essayer de trouver des réponses à certaines questions, à certaines interrogations. Vous avez l'adaptation de ses propres bandes dessinées, ou tout du moins adaptée de ses propres bandes dessinées. Je veux parler d'Enki Bilal. Enki Bilal qui en 2004 a fait Immortel, qui est en fait un combiné de ces bandes dessinées de La Foire aux Immortels, Alcine Copol, etc. Toute cette série-là. Là aussi, le film, la société dystopique, Enki Bilal a toujours su, à un moment donné, mettre dans ses histoires des aspects politiques, des aspects structurels, des aspects de société. Et preuve en est, lui qui est derrière moi, Bunker Palace Hotel, signé Enki Bilal, qui est le premier film d'ailleurs qu'il a fait. Je vous rappelle, c'est l'histoire d'un effondrement de la société, etc. Et vous avez les dignitaires, les dirigeants qui vont se réfugier dans un bunker. Là encore, il n'y a pas véritablement de... On sent bien que c'est une société un petit peu à copier sur les sociétés, sur les pays de l'Est, sous joug communiste, ou pays de l'Est maintenus d'une main de fer par un certain nombre de personnalités, etc. Donc, mais le film est un film d'anticipation, c'est une histoire qui se passe dans un futur, donc on peut imaginer en effet qu'on est là dans la société dystopique. Et je vais terminer. Prisonnier. Oui, Le Prisonnier. Alors, c'est pas un film, c'est une série télé qui date de 67, mais là on est dans la société dystopique. Et on l'est parce que c'est un microcosme, c'est une micro-société qui est au reflet d'une société dystopique. Et d'ailleurs, il y a eu un remake en 2009, un remake américain, sauf que le remake américain passe complètement à côté de l'essentiel de ce que la série de 67 mettait en évidence. Et même encore aujourd'hui, quand on revoit cette série, il y a énormément d'éléments dans cette série qui suscitent finalement interrogation, qui suscitent introspection sur une analyse structurelle de ce que l'on peut déjà voir de nos jours dans nos sociétés occidentales. Je ne peux pas oublier une série française de 2016, Trépalium. Trépalium, si vous ne l'avez jamais vu, là on est véritablement proche de la société dystopique, c'est véritablement une société dystopique. On est... le narratif, évidemment, est un petit peu problématique. Moi je pense que le film, la série manque vraiment d'ambition, manque vraiment d'envergure, mais sur le fond, on est quand même dans quelque chose qui... suscite quand même interrogation sur l'avenir, mais un avenir quand même relativement proche au vu des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais vous verrez, si vous avez l'occasion de voir cette série, que finalement, elle aborde des sujets qui sont quand même relativement actuels. Et je vais terminer cette vidéo. Alors évidemment, je ne vous ai pas donné tous les films qui peuvent éventuellement traiter ou reposer sur de la société dystopique. Je vous ai donné vraiment l'essentiel, je vous ai vraiment donné ce qui me semble être le plus important, les plus classiques, les plus cultes à connaître. Et je vais terminer par celui qui est peut-être le plus culte de tous, qui est peut-être la référence, et qui a même encore aujourd'hui été source d'inspiration pour beaucoup de réalisateurs, pour beaucoup de concepteurs artistiques. Eh bien, je ne peux que vous présenter Metropolis. Metropolis, film de Fritz Lang, film de 1927, donc antécédent au roman de Aldous Huxley et de George Orwell. Et dans ce film, déjà, nous avons la fracture de la société, nous avons la différenciation dans la société, nous avons une élite qui exploite les bas-fonds, qui exploite le pauvre, qui exploite l'ouvrier, et c'est une lutte entre le pouvoir, l'asservissement, qui va
ou qui va prendre le risque d'éclater à un moment de rupture de par une relation entre deux individus. Et enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Si jamais vous avez l'occasion de voir ce film, je vous invite à le voir. Alors, surtout qu'en plus de ça, maintenant, on a une chance d'avoir une version. Alors, la dernière version, elle date de 2010, c'est-à-dire qu'elle a été remasterisée, et on a retrouvé 20 minutes du film qui me manquait sur le film d'origine. Donc là, si vous réussissez à trouver la dernière version restaurée de 2010, je vous invite à voir vraiment ce film, et vous allez voir que finalement Fritz Lang était très visionnaire sur les narrations, sur les histoires, sur les romans, sur les films qui viendront dans le futur. Je veux dire, quand vous voyez Metropolis, il y a certains moments où vous dites, mais tiens, c'est marrant, ça ressemble un petit peu à tel ou tel film que j'ai vu, tel ou tel film qui est récent pourtant. Ben oui, tout simplement parce que beaucoup d'histoires, beaucoup de romans se sont inspirés dans l'univers, pas narratif, mais dans l'univers de ce film, 1927, en Allemagne. Adolf Hitler commence déjà à monter. Je crois qu'il n'a pas encore fait son coup d'État, je crois que le coup d'État date de 1928, il me semble. Mais on est déjà dans une Allemagne qui est pas très en forme, qui est une Allemagne vaincue de la Première Guerre mondiale. Et comme on le dit souvent, c'est souvent dans les crises majeures sociales, dans les crises identitaires, dans les crises politiques, que, en règle générale, ressortent des éléments, ressortent des politiques, ressortent des idées de domination, de contrôle des peuples, etc. Et là-dessus, force est de constater que Metropolis est le film par excellence qu'il faut absolument connaître et absolument voir. Voilà donc pour ces films où repose une société dystopique, où sont présentées des sociétés dystopiques, ou dont les histoires, les personnages évoluent dans des sociétés dystopiques. J'espère qu'avec cette sélection, vous allez avoir de quoi vous divertir ou réfléchir. C'est selon. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.